Mardi 7 juillet 2020, il est 19h à Moribabougou, région de Koulikoro d'où nous émettons. Vous êtes bien sur Chérif la télé, disponible sur tous les décodeurs au Mali. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée et bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale. Au sommaire, apaisement du climat sociopolitique au Mali. Le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, consultait ce lundi à la base aérienne B le bureau du Haut Conseil islamique du Mali, dirigé par Seyyid Cherif Ousmane Madani Aïdara. Nous reparlerons décrispation du climat sociopolitique sur un autre plan avec une autre rencontre du président IBK, cette fois-ci avec les responsables du M5 RFP. Que pensent les Maliens de la proposition faite par le mouvement? À voir tout de suite dans ce journal. Chérif la télé vous servir encore et toujours. Chérif la télé vous servir mieux. Nous vous l'annoncions en titre. Le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, rencontrait le bureau du Haut Conseil islamique du Mali ce lundi à la base B, dirigée par Seyyid Cherif Ousmane Madani Aïdara. Sur initiative du chef de l'État, les échanges ont porté sur les démarches allant dans le sens de la recherche de l'apaisement du climat sociopolitique dans notre pays. Écoutons le secrétaire général du Haut Conseil islamique du Mali, Mamadou Djamoutani. Il est au micro de l'outil Sidibé. C'est à l'appel du président de la République que le Haut Conseil islamique du Mali a répondu. Le chef de l'État a souhaité nous rencontrer. Et donc c'est avec un grand plaisir que nous sommes venus à cette rencontre. Alors il nous a expliqué toutes les démarches qu'il a effectuées ces derniers temps, toujours dans le sens de la recherche de l'apaisement à la situation socio-politique que nous connaissons. Comme vous le savez, le Haut Conseil islamique travaille à la médiation, à faire en sorte que le climat s'apaise et que les problèmes auxquels nous sommes confrontés puissent être examinés autour d'une table de dialogue. C'est à cela que nous travaillons depuis longtemps. Et toutes les institutions que nous avons rencontrées, qu'il s'agisse de l'Assemblée nationale, qu'il s'agisse de la Cour constitutionnelle, qu'il s'agisse des partenaires techniques de développement du Mali, qu'il s'agisse des parties prenantes à la situation actuelle, nous rencontrons tout le monde. L'objectif étant de faire en sorte que l'apaisement revienne. Nous travaillons à cela. Il s'agit du Mali et c'est pour ça que nous sommes là. En tout cas, il nous a dit les groupes qu'il a rencontrés et qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été dit. Je pense que le président a des moyens pour faire connaître à la population malienne tout ce qui a été dit. Mais en tout cas, nous avons appris quand même qu'il y a eu des démarches qui ont été effectuées et ça m'est tendu, il a confirmé et il reste encore disponible pour ces échanges-là. Et nous aussi, on travaillerait dans ce sens. Toujours, nous souhaitons que les échanges continuent et que ça aboutisse à l'apaisement de la situation. Vous savez, nous sommes entre Maliens. Je pense que les Maliens, quel que soit Alpha, se comprendront dans cette situation. Et, cette bonne volonté que le président nous a montré, nous pensons qu'il va continuer dans ce sens. C'est ce qu'en tout cas nous avons souhaité au Conseil islamique. Et nous souhaitons aussi que ce soit de même pour toutes les parties prenantes à la situation. Oui, ça fait partie de notre plan d'action. Vous savez, qui veut faire de la médiation doit écouter toutes les parties. Ça fait partie de notre plan d'action. Nous avons élaboré un plan d'action au niveau du cadre d'action, de médiation et de veille que nous avons mis en place, profession religieuse et organisation de la société civile. Et effectivement, il est question que nous regardions, nous allions sur tout le monde, échanger avec tout le monde et puis faire des propositions concrètes. En fait, nous sommes dans les phases de proposition, en fait, jusqu'à ce qu'il y ait un accord pour que l'apaisement soit la réalité dans ce pays. Vivement le retour de la paix et de la stabilité dans le Grand Mali. D'une rencontre à une autre, le dimanche 5 juillet dernier, le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a accordé une audience aux responsables du M5 RFP en vue de décrisper la tension sociopolitique du pays. Une rencontre au cours de laquelle le mouvement demanderait au président de nommer un premier ministre plein pouvoir issu de leur rang et de former un gouvernement d'union nationale. Que pensent les Maliens de cette proposition du M5 RFP? Élément de réponse dans ce sujet d'actualité réalisé par Sadio Sidibé, Samba Traoré.
La main tendue du président de la République a été saisie par les leaders du M5 RFP à la suite d'une audience accordée ce dimanche 5 juillet au palais présidentiel de Koulouba. À la suite de cette rencontre, aucun compromis n'a filtré, selon plusieurs sources. Nous étions soulagés en tant que citoyens, en tant que leaders dans ce pays. Mais malheureusement, à la suite de cette rencontre, le fait qu'il n'y a pas eu de compromis, il n'y a pas eu de décision, vraiment, ça nous a fait peur. Parce qu'on a dit, c'est devenu une rencontre carrément politique, sans résultat. Le président de la République, il a toujours tendu sa main pour qu'on vienne parler Mali et construire le Mali. Nous sommes des républicains, nous sommes des démocrates convaincus. Et cette république, aujourd'hui, elle est régie par une constitution. Et cette constitution, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il faille la brader à tout prix. Par rapport à la rencontre de M5 avec le chef de l'État, je crois que ça c'est une très bonne chose. C'est ce que nous avions dit dans le passé. Rien ne sert de sortir et aller faire des bruits au dehors. C'est entre nous Maliens. La rencontre qui s'est tenue le 5 juillet à Koulouba l'après-midi, entre le président de la République et les représentants du mouvement M5, est constituée par aux collaborateurs de l'imam Mahmoud Diko aussi. Je pense que dans cette rencontre, le président a pris bonne note. S'agissant de la nomination d'un nouveau Premier ministre doté de pleins pouvoirs voulu par le M5 RFP, dont l'objectif vise à décrisper la tension socio-politique du pays, cette proposition ne fait pas l'unanimité dans le sillage politique, mais certains interlocuteurs se disent sceptiques quant à l'atteinte des objectifs. L'équipe qui était là a failli. Voilà, donc moi je pense qu'il est temps maintenant de laisser à d'autres personnes, voilà, qui croient être aptes, voilà, à sortir le pays, voilà, de cette situation, voilà, trouver la solution. Et c'est une solution transitoire qu'ils proposent, et je pense que tout le monde aura son mot à dire, voilà, dans la nouvelle équipe, voilà, qui doit se construire. Mais franchement, je veux qu'il y ait un changement en profondeur. À la suite de la rencontre, les M5 avec ses doléances, les présidents aussi avaient ses positions. Chaque parti pouvait accepter une chose de l'autre parti. Mais c'est quelque chose qui n'a pas été fait. Dépouiller un petit peu le président de ses prérogatives, est-ce que la Constitution le permet? Si oui, pourquoi pas? Maintenant, c'est une question de loi et de légitimité. En tant que président de la République, cette proposition, je ne vais pas l'accepter. Mais je pense qu'il serait mieux de faire d'autres propositions. Le Premier ministre qui est actuellement là-bas, on peut changer un Premier ministre. On peut amener un Premier ministre de consensus. Plusieurs intervenants saluent les démarches entreprises par les mouvements du 5 juin, mais privilégient plutôt les dialogues. Ça, c'est une crise qui va passer et le Mali va demeurer. Mais bien entendu, si tout le monde doit déchirer la chemise malienne, franchement, je pense que le Mali va se retrouver torse nu. Et cela n'est le souhait d'aucun Malien ou d'aucune Malienne. Moi, je les exhorte au dialogue. Si nous voulons que ce pays-là avance, il faut prôner les dialogues. Par rapport à la nomination d'un Premier ministre avec plein pouvoir à la demande du M5, allons-y avec les textes. Si les textes disent que cela est possible, si ça peut décrisper la situation, là, c'est une très bonne chose. Et je remercie encore le M5 d'avoir accepté la main tendue du chef de l'État, parce que il y a très longtemps que le chef de l'État leur a tendu la main, ils avaient refusé de prendre. À noter que le M5 RFP projette une nouvelle manifestation le vendredi prochain, 10 juillet, à Bamako, y compris dans tous les pays. Au-delà de nos frontières, direction la Côte d'Ivoire où la Fédération Nord des Ansars d'Abidjan, comme à l'accoutumée, a organisé une journée de don de sang le 21 juin dernier dans les communes d'Adjamé et d'Abobo pour magnifier le 65e anniversaire du guide spirituel des Ansars à Seyd Chérif Ousmane Madani Aïdara. Au cours de l'édition 2020, 253 poches de sang ont été collectées pour sauver des vies. Djakarija Dambélé.
Chaque année, en marge des activités commémorant l'anniversaire du guide spirituel des Ansar et Seydi Chérif Ousmane Madani Aïdara, la Fédération Nord des Ansar d'Abidjan organise des journées de dons de sang pour sauver des vies en guise de récompense aux guides pour ses nombreux efforts consentis en faveur de l'islam et l'union entre les peuples à travers le monde. Aujourd'hui, nous sommes au 26e mois 2020, donc nous faisons don de sang à l'image des festivités du 12 mai. Il faut dire cette année, nous sommes très joyeux car cette année, la direction nous a donné un agrément pour nous permettre de donner du sang au nom de l'association Ansar Dine Nationale Côte d'Ivoire qui est pivotée par notre responsable, M. Kone Lembassou. Actuellement, donc cette année, nous avons fait une scission. Nous avons deux locaux actuellement pour cela. Donc au niveau d'Adjamé, nous avons une base, au niveau d'Abo, nous avons une base. Pour ce 65e anniversaire qui a coïncidé avec les Ramadan et surtout marqué par la crise sanitaire, les activités ont eu lieu dans les communes d'Adjamé et d'Abobo le 21 juin dernier. Au cours de ces opérations, 75 poches ont été collectées sur le premier site et 178 pour la deuxième localité. Nous sommes ici ce matin grâce à ce don de sang organisé par l'association Ansar Dine, précisément notre fédération qui est Abidjan Nord. Donc nous sommes les représentants de la fédération au niveau d'Adjamé, appelée section d'Adjamé. Donc nous faisons ça chaque année pour sauver des vies, puisque le sang ne peut pas être remplacé par autre chose. Il faut forcément le sang pour sauver des vies. Donc nous faisons ça pour faire gloire à notre guide, pour prier pour lui chaque année. Donc nous demandons que le Dieu lui donne longue vie, santé, prospérité, et que nous-mêmes qui sommes ses disciples, que nous puissions accomplir les serments que nous avons prêtés, qui sont les 6 serments d'adhésion à l'islam. Donc la fédération a décentralisé cette année ce don de sang que nous faisons chaque année à l'anniversaire de notre guide Seydi Chérif Ousmane Madani Aïdara. Cette année, malheureusement, il y a eu une crise sanitaire qui a causé cette date, donc nous n'avons pas pu faire le 25 mai qui est date initiale de ces dons. Donc voilà pourquoi nous avons programmé ce jour qui est le 21, 6e mois 2020. Donc ce matin, nous disons merci à nos camarades, à tous ceux qui ont pris leur temps pour venir faire ce don. Rappelons que la mobilisation a permis de collecter 253 poches de sang, d'où la grande satisfaction des agents des responsables de la banque de sang en cette période de la COVID-19 où les donneurs sont moins fréquents dans les centres hospitaliers. Un grand merci aux Ansar de Côte d'Ivoire. Parlons santé dans ce journal. Les patients guéris du Covid-19 sont généralement stigmatisés et victimes de discrimination dans la plupart des pays voisins. Les Maliens sont-ils confrontés à ce genre de phénomène? Élément de réponse dans ce dossier réalisé par Amadou Kamara Samba Traoré. Dès l'apparition des premiers cas de coronavirus dans notre pays, des mesures drastiques ont été prises par les plus hautes autorités du Mali en vue de stopper la propagation de cette pandémie de coronavirus. On ne connaissait pas trop quels sont les modes de contamination. On ne sait pas trop quel est le comportement de notre organisme face à ça. On ne sait pas trop est-ce que nous allons pouvoir développer une immunité. On ne sait pas trop quel était le comportement de ces germes dans notre environnement et comment ces germes allaient dans le temps se comporter aussi. Ce qui fait que les gestionnaires des risques vont mettre les barres de sécurité à un niveau très élevé. Et c'est ce que les experts ont fait. Et voilà pourquoi les mesures drastiques ont été prises dès le départ. Sensibilisation à outrance, des décisions très difficiles, des confinements de niveaux très élevés et d'utilisation des moyens de protection, de barrières aussi très élevés. Alors, ce qui amène les médias à tous les niveaux à faire une sensibilisation, à donner des informations, souvent à tort, souvent à raison. Et devant tout ça, les gens vont avoir peur
Et les gens vont être touchés ou choqués par cette information à outrance. Le patient M. Koulibaly, guéri du Covid-19, n'a pas manqué de tarir d'éloges à l'endroit du gouvernement de la République du Mali et du personnel sanitaire pour les efforts déployés durant son séjour à l'hôpital du Mali. Pour l'effort inlassable qu'il fait en direction de la population en général, mais en particulier de ces malades du Covid-19. Ce fléau est là entre nous, parmi nous depuis mars. Je remercie très sincèrement, du fond du cœur, le personnel soignant, pour qui je n'ai pas de mots, très sincèrement. Leur disponibilité, leur engagement, c'est sans commune mesure. Dieu seul sait combien ils se sont occupés de nous. Monsieur Camara, vous savez, cette maladie, elle est réelle. Et je dirais à ceux qui ne croient pas d'y croire. Et à ceux qui croient, d'y encore croire davantage. Selon le point focal de lutte contre le Covid-19 de l'hôpital du Mali, le retour des patients se prépare en amont, tout en prenant des mesures préventives, en les informant de ce qui peuvent être leur quotidien. C'est quoi cette maladie? Est-ce que vous avez quelqu'un qui a ça? Et si la personne a ça, qu'est-ce qui va se passer autour de lui? Jusqu'à ce qu'on ait nos premiers cas. Quand nos premiers cas sont arrivés, et c'était d'abord en cachette, tout le monde voulait se cacher avec sa maladie et se faire traiter et passer inaperçu. Les dispositifs qui étaient en place sur le plan national a ajouté encore des choses, puisque quand un malade est dépisté, il fallait aller le chercher. Quand on va le chercher, il fallait nettoyer chez lui, il fallait interroger autour de lui, il fallait recenser tous ceux qui ont été contacts pour essayer de circonscrire, parce que la seule voie de circonscription était vraiment des moyens comme ça. Donc tout ceci ont contribué davantage à créer des moyens de stigmatisation autour des personnes. Alors les premiers patients que nous avons traités, à leur sortie, il y en a qui ont eu vraiment des difficultés, on a appris leurs témoignages, soit directement, soit à travers les réseaux, et que l'entourage avait vraiment du mal à les rapprocher. Et même les simples boutiques se fermaient quand ils se présentaient pour des commissions. Et les gens fuyaient même souvent des rues quand leurs portes s'ouvrent ou quand ils se mettaient un truc. Alors je crois que tout ça, c'était vraiment le début. Pour M. Koulibaly, il n'a pas fait l'objet d'une quelconque stigmatisation de son retour à la maison après sa guérison du coronavirus par ses voisins. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et là, Dieu merci. Parce que depuis que moi je suis revenu, pratiquement, je n'ai senti aucune stigmatisation. Et ce que je dois dire d'ailleurs, parce que depuis qu'il m'a amené à l'hôpital, avant même mon arrivée, parce que les choses sont allées tellement vite, ils ont envoyé une équipe en famille pour traiter toute la famille, même les traits de véhicules. Ils ont tout traité. Et même après ma sortie, vous voyez, comme par coïncidence, vous voyez les thermoflash, à ma sortie, ils ont demandé de payer un thermoflash, j'ai payé un thermoflash, et chaque jour, ils appellent. Ils appellent pour demander, parce que tous les membres de la famille ont été également aussi testés. Heureusement, j'étais le seul positif, le seul cas positif. Donc tous les matins, ils appellent, on leur communique la température de chacun des membres de ma famille. Ça, c'est le suivi quotidien. Non, je n'ai pas été stigmatisé. D'ailleurs, quand je suis revenu, bon, comme vous le voyez, les enfants, ils viennent ici, ils jouent. Et j'avais un peur aussi d'approcher les enfants, parce que je me dis que encore, je peux être porteur de virus. C'est pourquoi je porte toujours les masques. Et les enfants, je fais tout pour un peu. J'aime beaucoup les enfants, mais je fais tout pour qu'ils ne m'approchent pas jusqu'à une certaine distance. Aucune stigmatisation. Merci. Vraiment. Et aujourd'hui, vraiment, Dieu merci, j'ai fait très bien. Vraiment. À noter que le Mali est à 2331 cas confirmés, dont 119 cas de décès et 1547 guérisons. Le tour d'horizon de l'actualité internationale en bref et en images, une compilation d'Ahmed Oudiara.
Tout d'abord, à Mauritanie, l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz est convoqué jeudi devant une commission d'enquête parlementaire créée pour faire la lumière sur ses années au pouvoir dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, selon une source de l'AFP. Après la constitution de cette commission d'enquête en janvier dernier, cette convocation s'apparente à une manifestation supplémentaire d'un début de disgrâce sous l'actuel président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qu'il avait lui-même désigné comme son défunt. Dans un courrier officiel, le président de la commission d'enquête lui écrit qu'au cours de précédentes auditions de la commission, son nom a été maintes fois directement cité dans le cadre de faits et d'actes pouvant constituer une atteinte dangereuse à la Constitution et aux lois mauritaniennes. Dans le souci de faire éclater la lumière, la vérité, la commission convoque donc l'ancien chef de l'État pour qu'il livre les informations et les explications en sa possession, dit la lettre datée de lundi dernier. Chez nos voisins du pays de la Teranga au Sénégal, des pluies de grêle se sont abattues il y a quelques jours et jusqu'à ce lundi en Casamance, dans le sud du Sénégal. Des toitures de maisons ont été abîmées et les habitants sont inquiets. C'est un épisode météorologique très rare dans le pays, mais qui pourrait devenir de plus en plus fréquent. Des glaçons de la taille de grosses billes. Dans une vidéo diffusée ces derniers jours, les grêlons pleuvent sur le village de Djanken-Djola. Même phénomène observé jeudi dernier dans la localité voisine à Djanken-Wolof. Des pluies de grêle ont déjà été observées ces dernières années dans d'autres localités du Sénégal. Si elles restent rares, elles pouvaient se répéter selon les constats de certains prévisionnistes sénégalais. Dans l'immédiat, les habitants de Djaken comptent sur la solidarité pour se loger alors que la saison des pluies ne fait que commencer. Direction à présent la République démocratique du Congo où l'état d'urgence sanitaire a été de nouveau prolongé ce lundi pour 15 jours avec des critiques de plus en plus vives d'une partie du Parlement qui votait pour la 6e fois cette prolongation depuis mars. L'Assemblée nationale puis le Sénat ont voté la prolongation de l'état d'urgence sanitaire institué le 24 mars dernier face au premier cas de coronavirus. Le pays a depuis enregistré 7432 cas dont 182 décès. À l'Assemblée nationale, des débats assez vifs ont opposé les partisans de la prolongation et les adversaires qui ont dénoncé le maintien d'une mesure risquant d'asphyxier le pays et l'économie en l'absence d'un plan gouvernemental de sortie de crise. La présidente de l'Assemblée, Janine Moubanda, a d'ailleurs demandé un plan de sortie de l'état d'urgence sanitaire, affirmant que les députés ne souhaitaient pas voter à la prolongation sans fin jusqu'au mois de septembre. Et nous mettons le cap sur l'Afrique de l'Est. Le Kenya reprendra ses vols internationaux et nationaux à partir du 1er août dans le cadre d'une levée progressive de mesures de lutte contre la pandémie du Covid-19, pourtant en phase de progression dans la première économie d'Afrique de l'Est. Le trafic aérien à l'intérieur et vers l'extérieur du territoire national reprendra donc de manière effective le 1er août, a affirmé le président Uhuru Kenyatta lors d'un discours diffusé en direct par plusieurs chaînes de télévision. Le pays avait interrompu les vols internationaux dans la nuit du 25 au 26 mars dernier. Cette annonce fait donc suite à de nombreux appels du secteur privé kenyan demandant au chef de l'État de redémarrer l'économie après 4 mois de restrictions qui ont durement affecté les secteurs de l'économie du pays comme le tourisme. Selon le Fonds monétaire international FMI, le Kenya a récemment détrôné l'Angola au rang de 3e économie d'Afrique subsaharienne derrière le Nigeria et l'Afrique du Sud. Et l'actualité hexagonale pour terminer. Le président français Emmanuel Macron et son tout nouveau premier ministre Jean Castex, en quête d'une équipe pour relancer l'économie comme le quinquennat, ont élaboré lundi un gouvernement renouvelé pour un tiers. L'annonce du gouvernement a été faite, comme le veut la tradition, par le secrétaire général de l'Élysée. Ce nouvel exécutif français conserve donc de nombreuses figures de l'ancienne équipe gouvernementale. Parmi elles, Jean-Yves Le Drian, reconfirmé à l'Europe et aux Affaires étrangères. Bruno Le Maire, qui conserve son poste de ministre de l'économie. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, qui récupère également la jeunesse et les sports, ou encore Florence Parly, qui garde la tête des armées. D'autres membres du cabinet d'Édouard Philippe restent dans l'équipe gouvernementale, mais à un autre poste. C'est le cas notamment de Gérard Darmanin, qui prend la suite de Christophe Castaner en tant que ministre de l'Intérieur et d'Elisabeth Borne, qui passe de la transition écologique au travail, succédant ainsi à Muriel Pénicaud. Au total, la nouvelle équipe gouvernementale
Elle compte 16 ministres, 14 ministres délégués et un secrétaire d'État. Elle réunira pour la première fois au Conseil des ministres ce mardi. Ainsi s'achève cette édition qui vous a été proposée par la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. La version Bamanakan de ce journal, c'est à 21h avec Amadou Kamara. Excellente soirée en compagnie des programmes de Chérif la télévision. Et à très bientôt, Inch'Allah.